Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12 heures en temps universel. Bienvenue dans ce grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, foulard validé, les parents des filles voilées de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc donnent leur bénédiction, certains du bout des lèvres. À suivre les réactions des uns et des autres, les uns pour appeler à l'apaisement et à la responsabilité de tous, les autres pour se féliciter de cet épilogue. Chavirement mortel d'une pirogue au large de l'île de la Madeleine, l'enquête de police judiciaire confiée à la section environnement de la gendarmerie nationale. Le ministre de l'Environnement face à la presse cet après-midi. Inondations et autres événements extrêmes de ces derniers temps sur le territoire sénégalais. Le plan Orsec déclenché par le président de la République. C'est le dossier de ce journal. Pour les titres de l'actualité internationale, Sornana Tambaï, bonjour. Bonjour Souleymane. En Mauritanie, l'heure est au dialogue politique. Le président Mohamed Ould Ghazouani a reçu un candidat à la dernière présidentielle. Mohamed Ould Mouloud a beaucoup insisté sur la nécessité d'apaiser le climat politique avec surtout l'arrêt des poursuites contre des opposants exilés. Retrouvailles Ouattara-Soro, mission impossible. On se pose la question en Côte d'Ivoire. Les tentatives de réconciliation entamées début août entre le chef de l'État et l'ancien président de l'Assemblée nationale n'ont rien donné. Des proches de Guillaume Soro auraient pris des initiatives à son insu. Et dans ce journal également, Souleymane, un mot sur les suites de la présidentielle en Tunisie. Rendez-vous tout à l'heure pour le développement de tous ces titres sur Nana Tambaï. À présent, les titres du journal des sports que vous nous présenterez. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Le football, le Sénégal toujours leader en Afrique et 20e mondial au dernier classement FIFA. Nous allons parler d'un des cadres des Lions, Idrissa Gana Gueye, avec un premier match réussi avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sa prestation décryptée par son entraîneur Adjambar que vous entendrez judo. Une Sénégalaise numéro 1 mondiale chez les moins 63 kg juniors. Anasiga Faye vise l'or au prochain championnat du monde. Merci beaucoup à vous, Youssouf Bodian. Le déroulement de ce menu, ce sera tout à l'heure. Et puis, point de vue aujourd'hui, nous parlerons de l'audit annoncé par le chef de l'État hier en Conseil des ministres, audit de tous les établissements accueillant du public relativement à la sécurité publique. Tout est bien qui finit bien, même si le consensus sur l'affaire des jeunes filles voilées de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc ne porte que sur l'année scolaire 2019-2020. Comme annoncé dans le communiqué publié le 12 septembre dernier, les filles ont effectué leur retour ce jeudi, accompagnées de leurs parents qui ont découvert le voile que l'établissement a conçu pour leurs enfants. Pour les parents, c'est un oui. Pour certains d'entre eux, un oui du bout des lèvres. Le reportage de Nafissatou Silla dans un instant. Nafissatou Silla que nous retrouverons dans un moment. Mais avant cela, écoutons les réactions. Les parents d'élèves se disent satisfaits des foulards qui sont proposés. Mais ce qui importe le plus pour eux, c'est que leurs enfants soient admis en classe, ce qui a été fait ce matin. Ils souhaitent qu'il en soit ainsi pour permettre aux élèves de travailler dans la quiétude. Lamine Diémé est membre de l'association des parents d'élèves. Il est au micro de Nafissatou Silla. Les choses se sont passées bien et pour le moment, vraiment, nous remercions tous les journalistes. Vous avez vraiment déployé tous les moyens. Vous nous avez soutenus depuis le départ. Nous vous remercions tous. Aujourd'hui, nous espérons que les choses vont continuer à fonctionner correctement. Nos enfants ont repris les cours. Chacun, il y en a qui restent encore, c'est par étapes. Ils les font rentrer chacune dans sa classe et ils nous ont donné les foulards. Depuis hier, on les avait testés. À part quelques petites retouches, ça y est, c'est bon. Ce matin, on les a mis, les foulards, les nouveaux foulards que l'école a proposés. Et en ce moment, les enfants sont dans les classes. Nos enfants ont tellement souffert de ce problème que, très honnêtement, aujourd'hui, nous, notre seul souci, c'est que les enfants au moins puissent démarrer l'année qui a déjà débuté avec les autres. Maintenant, le reste, en toute sincérité, ça, chacun de nous appréciera après. Mais dans l'immédiat, pour vraiment baisser la tension et ne pas vraiment activer d'autres problèmes, nous préférons vraiment garder pas profil bas, mais au moins d'accepter le principe d'aller en classe et de redémarrer les cours. Je vous propose maintenant d'entendre le reportage réalisé ce matin à l'entrée de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc par Nafissatou Silla. Adama Gaye passerait ses dernières heures de détention.
Nafissatou Silla que nous retrouverons dans un petit moment. Donc le reste des réactions après donc cet accord qui a été conclu et l'acceptation par les parents d'élèves du foulard. Le directeur de l'enseignement catholique se réjouit du dénouement heureux de la crise. D'après Abbé Georges Nguiran Faye, les familles et parents d'élèves sont satisfaits de ce qui leur a été proposé. Il invite ainsi les uns et les autres à faire de sorte que la paix perdure dans l'établissement. Il est interrogé par Nafissatou Silla. Les familles sont venues, j'ai parlé aux familles et tout se passe comme il se doit. Nous sommes très heureux d'avoir des familles qui ont compris et la paix est revenue. Nous ne souhaitons pas qu'on mette de l'huile au feu. Tout se passe bien et ils sont vraiment satisfaits. Ils sont satisfaits par rapport aux foulards qui ont été présentés. Et c'est la paix qui est revenue et je voulais, jusque-là, je n'ai pas voulu communiquer, mais je voulais que la presse reste dans la responsabilité de communiquer et bien par rapport à ce que vous voyez. Et je vous remercie pour le travail que vous faites en restant objectif et en relayant tout le bien que vous avez vu aujourd'hui. Toutes nos excuses pour la piètre qualité sonore de cet élément. À présent, c'est la bonne. Nous pouvons écouter le reportage de Nafissatou Silla. C'est un peu vers 9h30 que les élèves franchissent le pas de l'établissement, toutes voilées accompagnées de leurs parents, très pressés et pas un mot à la presse. À l'intérieur, les élèves et leurs parents sont reçus par la direction individuellement. C'est pour la réception des foulards aux couleurs de l'Ija. 1 heure plus tard, ils sortent enfin, soulagés. Abdou Daoud. Très bien, très positif. Et le foulard proposé, il est comment? Il est comme le vôtre, il est très bien. Il cache tout ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Pas d'imprimé, rien? Il y a un imprimé dessus sur l'ISJA, c'est normal. Imprimé au nom de l'école, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais il respecte les règles de la religion, donc il n'y a pas de problème. Ce sont des choses quand même qui font mal au cœur d'entendre toutes ces choses. Nous sommes tout d'abord sénégalais déjà, ça il faut le savoir. Donc il faut comprendre que ça n'a rien à voir ni libanais, ni sénégalais, ni français, ni quoi que ce soit. C'est une affaire d'enfants qui doivent aller à l'école, tout simplement. Un autre parent sort, brandissant le foulard, accorde la paix pour cette année scolaire. Un foulard triangulaire. Même si sa fille Dana se dit soulagée, la mère, elle, semble perplexe. Oui, mais pour l'instant, le vol, c'est bon pour moi. Et je reviendrai en cours cet après-midi. C'est bon pour l'instant. Vous avez attendu longtemps. Ouais, est-ce que maintenant... Ça fait depuis mai passé, mais... Maintenant, tout le stress est passé? Non. Et pourquoi non? Ma fille, 11 secondes. Ça reste une seule année ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? L'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Ndeye Niang, maman de l'élève qui a été agressé, dénonce les conditions fixées à sa fille, de même que le prix du foulard vendu à 3500. affaire xale bi lañu wax seen ay conditions yi nga xamante ne nii moom lañ tëral loolu lañ ñu wax que xale bi su ñëwee amul droit wax li passé woon amul droit waxtaanee ak moromam yi et puis foulard bi na ko respecté foulard bi la am droit kolo amul mais en tout cas xale yi duñu dindi seen kol. Cet accord entre l'institution Sainte Jeanne d'Arc et les parents d'élèves ne concerne que cette année en cours, 2019-2020. Même si leurs enfants mettent le foulard proposé par l'IJA, les parents d'élèves interpellent l'État du Sénégal pour les années à venir. Amal importance. Et puis nous continuons à faire des jàng. Nous sommes en année 2019-2020. Loolu laa dégg seen biir ay wax. loolu laa dégg seen ay biir ay wax man nag loolu laay laaj gouvernement bi man ministre bi laa bëgg a laaj moom 2020-2021 lan la ciy wax. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons de la suite de l'affaire du chavirement de pirogue qui a coûté la vie à 4 personnes lundi dernier au large de l'île de la Madeleine. C'est la section environnement de la gendarmerie nationale qui a été chargée par le procureur de mener l'enquête judiciaire. Je vous rappelle que 2 enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes et circonstances de l'accident. Outre l'enquête judiciaire, une enquête administrative a été diligentée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette enquête est confiée à l'une des structures de ce ministère. Notez à ce sujet que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, fera face à la presse cet après-midi. Un mot sur la demande de liberté provisoire introduite par les avocats du journal
journaliste Adama Gaye hier. Ça s'annonce bien pour Adama Gaye. Le journaliste consultant pourrait recouvrer la liberté dans les prochaines heures. Le parquet a reçu ce matin la demande de mise en liberté provisoire et tout indique qu'il va y accéder. Georges Diop. Adama Gaye passerait ses dernières heures de détention. Sauf retournement de situation, le journaliste consultant va bénéficier d'une liberté provisoire aujourd'hui. C'est hier que ces conseils ont introduit la requête au cabinet du doyen des juges d'instruction. La demande a été transmise à l'assistante de Samba Fall dans l'après-midi. Aucun blocage. Si la requête n'a pas été étudiée le même jour, c'est parce que le dossier n'a pas été transmis au parquet. Cela du fait de l'absence du greffier. Et c'est ce matin que le parquet a reçu la demande. Et les avocats de Adama Gaye sont maintenant dans l'attente. Et l'avis ou la décision du procureur pourrait tomber dans les prochaines heures. Mais déjà, l'on nous confie que le parquet est dans les dispositions d'accéder à la demande des avocats de Adama Gaye. Il ne s'opposerait pas à une mise en liberté provisoire du journaliste consultant placé sous mandat de dépôt depuis plus de 45 jours pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. La 4e demande de mise en liberté provisoire sera donc la bonne. 12h11, les inondations à Dakar, les eaux de pluie continuent à faire de la résistance. Beaucoup de concessions englouties, grosses difficultés de circulation. Alors, depuis hier, le plan Orsec est lancé. Plus de moyens pour porter secours aux populations impactées parmi les localités sinistrées, Pikine et autres. Voici le dossier réalisé à ce sujet par Mohamed Ali Mouba. Pikine fait partie des zones les plus impactées par les inondations. Depuis le début de l'hivernage, les eaux de pluie font partie du décor. Avec le plan Orsec, on a de l'espoir. Mais le maire de Keur Massar avertit, ça ne devrait pas être une promenade de santé pour les sapeurs-pompiers. Moustapha Meng, le maire de Keur Massar. Mais nous n'avons pas de déversoir où déverser l'eau. Le déversoir et le quartier, ça fait 3 km. Nous demandons à l'État vraiment de venir nous assister avec des motopompes et des tuyaux flexibles et de l'essence. La mairie actuellement est sur le terrain avec nos agents, mais nos moyens sont maigres. Les canaux qui existent aussi sont bouchés. À Rufisque, la situation est moins grave. Les eaux stagnantes ont commencé à disparaître. Le préfet de la ville espère que la situation devrait revenir à la normale d'ici la fin de la semaine. Serigne Babacar Kane. Pour ce qui est de la ville de Rufisque, je peux dire qu'aujourd'hui la situation est maîtrisée. Il nous reste quelques postes que nous pensons pouvoir gérer d'ici la fin de la semaine. C'est particulièrement dans la zone de Diakhaï où nous avons une situation quand même qui va nécessiter peut-être 1 à 2 semaines pour pouvoir régler définitivement, en tout cas, le problème dans cette zone-là. Ancien président de la commission environnement au niveau de la ville de Pikine, Ibrahima Anne est dessus. Pour lui, le déclenchement du plan Orsec prouve que l'État a échoué dans la gestion des inondations en banlieue dakaroise. Le Sénégal, là où il a échoué réellement, c'est dans le cadre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Puisque cette situation-là devait être prise en compte depuis plusieurs années. Puisque, comme on le dit, l'aménagement du territoire est une pratique. En tout cas, le déclenchement du plan Orsec devrait donner plus de moyens aux équipes d'intervention sur place avec une meilleure coordination. Le tout pour soulager les populations. Allons à présent à Tambacounda où les populations de la rive droite du Sandougou dans l'arrondissement de Makakuli-Bantan tirent la sonnette d'alarme. Elles sollicitent l'intervention des autorités pour la réalisation d'un pont pour la traversée et des routes pour désenclaver la localité. Reportage Moussa Omar Gueye. Avec les multiples cas de chavirement de pirogues notés durant la période de l'hivernage, les populations des villages situés sur l'autre rive du Sandougou, dans l'arrondissement de Makakuli-Bantan, tirent la sonnette d'alarme. Samba Diatta, secrétaire général de l'Union pour le développement des deux côtés de la rive de Sandougou. Parce que le fleuve est inondé et porté. Il n'y a même pas de bonnes pirogues. Nous courons des risques énormes. Il y a eu des morts d'hommes dans le fleuve dans le temps passé. Nous utilisons des pirogues défectueuses. Arrivé au milieu, ça savire à l'État du Sénégal. Et vraiment de penser à nous, Sandougou-Niani. C'est une zone qui est fatiguée, qui n'a pas de dispensaire, une zone qui n'a pas de route, une zone qui n'a pas de pont, une zone qui n'a pas de courant. Il y a plus de 73 villages qui se retrouvent dans cette zone-là. Il y a quelques semaines, l'ambulance qui était partie pour une évacuation sanitaire a failli se renverser dans un cours d'eau. L'ambulance s'est patinée juste au milieu où Tabanya, il y a l'eau est moins là-bas. L'année dernière, nous avons un décès ici à Tambacounda. Pour l'évacuer dans notre village à Sambangaye,
Arrivé à Mbolembo, le véhicule ne peut plus partir. On était obligé de mettre le corps là, le défunt, dans une pirogue et amener de l'autre côté une charrette pour le faire transporter pendant une distance de plus de 6 km. Le pont de Sandougou est une vieille doléance, tout comme le bitumage de la piste reliant Koussanar à Makokolibantan. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Ndangan Sambou, dans la commune de Fimela, les acteurs du tourisme crient leur ras-le-bol. De longues coupures d'électricité sont notées depuis le début de l'hivernage dans cette zone touristique dans la région de Fatick. Le secteur, selon les acteurs, est presque pénalisé. Aminata Goudiaby. Lamine Gourfaye est exaspéré. C'est un hôtelier à Ndangan Sambou et sur son lieu de travail, les frigos, les climatiseurs et les téléviseurs ne fonctionnent que quelques heures par jour. Les coupures d'électricité ont repris de plus belle, un manque qui pèse lourd sur le secteur touristique dans cette zone de Ndangan Sambou. Ça fait une dizaine ou quinzaine de jours où on ne peut pas avoir de l'électricité pendant 10 heures de temps. On a des coupures de 24 heures presque par jour. Les clients s'en vont, les produits sont pourris dans les congélateurs. La reprise brutale de l'électricité fait griller tout le matériel avec cet hivernage où il y a plein de moustiques, il n'y a pas quand même un environnement sain. C'est aussi le même sentiment de détresse chez Lionel Lopez. Il est propriétaire d'hôtel et ces derniers temps, ses dépenses ont été beaucoup secouées. Tous les jours, il doit acheter du carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène, alors que le problème de manque d'eau persiste à Ndangan Sambou. Chaque hivernage, on subit le même cauchemar. Ça veut dire dès qu'il y a un orage, un coup de vent, et on se retrouve avec des heures et des heures de coupure. Là, actuellement, le rythme qu'on subit, c'est 20 heures de coupure quasiment tous les jours après chaque orage. Comment peut-on travailler dans une zone touristique sans courant, sans eau? J'ai un groupe électrogène, une réserve d'eau, mais ça coûte des fortunes. Ce n'est pas uniquement les acteurs du tourisme qui subissent les conséquences de ces délestages intempestifs. Aboubakri Sarr est gérant d'une station-service à Ndangan. On ne peut pas à chaque fois travailler avec des groupes électrogènes et dépenser plus de 15 voire 20 litres de carburant par jour. Financièrement, c'est très difficile. Et en cause de cette situation, beaucoup de poteaux électriques sont tombés avec les fortes pluies accompagnées de vents violents. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. La Société nationale d'électricité qui, pour une meilleure adéquation de la formation professionnelle avec les besoins de l'entreprise, a présenté ses installations situées au Cap des Biches à de nombreuses écoles de formation de Dakar hier après-midi. Cette visite entre dans le cadre de la célébration des journées sociales et environnementales de cette entreprise. Abdou Diouf Diagne faisait partie des visiteurs suivant son compte-rendu. C'est le bâtiment qui abrite les turbines à vapeur. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Lorsque vous entendrez du bruit, nous allons nous diriger tranquillement vers le point de rassemblement. Adamo Boy met ainsi en garde ces nombreux étudiants qui visitent les installations de la Sénélec situées au Cap des Biches. Le chef de service exploitation de la centrale C3 estime qu'il est normal de montrer au public le quotidien de ce qu'il appelle les hommes de l'ombre qui produisent de la lumière. Présenter aux étudiants la centrale C3, aussi de les expliquer le processus de production, c'est-à-dire comment faire pour produire de l'électricité. Ça nous a permis aussi de les faire découvrir ce qu'on peut appeler les hommes de l'ombre, parce qu'au moment où les Sénégalais fêtent leur tabaski, les fêtes, il y a des gens qui sont sous la chaleur pour leur faire plaisir. Actuellement, nous avons traversé les turbines pour aller au niveau de la salle des machines et on a vu qu'on est en train de produire 40 MW. Cette visite va permettre aussi aux écoles de mieux adapter leur formation avec les besoins de l'entreprise, selon Ousmane Fall, chef de département acquisition et développement de compétences. Cela nous permet, au-delà des stages, des centaines de stages que nous accordons aux milliers de jeunes Sénégalais, donc de s'ouvrir un peu au milieu professionnel pour leur montrer un peu les réalités de notre entreprise pour une meilleure adéquation entre les besoins de l'entreprise et la formation professionnelle. Cette visite des écoles de formation professionnelle dans les installations de la Sénélec situées au Cap des Biches entre dans le cadre de la célébration des journées sociales et environnementales. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et puis, pour conclure cette page actualité nationale, évoquons la création prochaine de la Société nationale agence de presse sénégalaise. Les travailleurs de l'APS réagissent suite à l'adoption du projet par le Conseil des ministres réunis hier. La section Saint-Pix de l'APS parle d'une bonne décision qui profite à toute la presse sénégalaise, mais le secrétaire général demande la poursuite du processus. Bamba Kassé avec Georges Diop. C'est une nouvelle qu'on peut considérer comme étant une bonne nouvelle pour les travailleurs de l'APS qui se sont battus donc depuis de longs mois et qui aujourd'hui donc voient peut-être le bout du tunnel puisque le changement institutionnel, le changement de
de nature juridique de l'APS est la première étape donc du processus de mutation qui a été le point phare donc de leur revendication. Mais au-delà de l'APS, je pense que tous les acteurs de la presse sont plus ou moins concernés par cette décision, puisque une agence de presse fonctionnelle, performante, réactive et dont les produits sont diversifiés, ce sera tout bénéf pour toute la presse sénégalaise, parce que l'agence de presse, de facto, son objectif, sa raison d'être, c'est de pouvoir mettre à la disposition des autres médias, sénégalais comme non sénégalais, donc des produits de qualité. Donc sous cet angle-là, je pense que c'est une bonne décision. Donc une satisfaction ou plus exactement une mi-satisfaction en attendant que le processus continue, puisque, comme vous le savez, il ne s'agit que d'un projet de loi qui n'est pas encore une loi définitive. Donc on attend donc que l'Assemblée nationale puisse se pencher sur cette loi-là et on espère qu'elle va passer. RFM. L'actualité internationale. Sorna Natambaye, rebonjour. Rebonjour Souleymane. L'actualité internationale, d'abord en Mauritanie, le président reçoit des membres de l'opposition. Les consultations ont démarré depuis quelques jours. Mohamed Ould Ghazouani s'est pour la première fois entretenu avec un candidat à la dernière présidentielle. Il s'agit de Mohamed Ould Mouloud. Celui-ci salue l'initiative du chef de l'État, mais dénonce les poursuites engagées contre certains opposants en exil à l'étranger. Mohamed Ould Mouloud de l'Union des forces du progrès au micro de Mohamed Diop. J'ai posé aussi la question de la nécessité de lever l'embargo sur l'opposition dans la perspective de ce que je viens de dire, d'une normalisation politique, parce que l'opposition vit un exil interne. Nous sommes privés de médias publics, sauf si on va se servir de nous un peu pour une opération de communication. Nous sommes absolument, il y a un ostracisme qui frappe les opposants quant à les emplois publics. Nous sommes également tous ceux des hommes d'affaires ou autres qui ont quelques intérêts dans l'État ne peuvent jamais espérer obtenir un marché public. Et finalement, il y a les poursuites aussi. En Guinée, les débats en vue de la modification de la Constitution prennent fin dans moins d'une semaine. Oui, c'est ça, Souleymane. Le Premier ministre continue de recevoir les acteurs politiques et sociaux. Des consultations sans les grands partis de l'opposition, en tout cas pas pour le moment. Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré ont déjà fait part de leur boycott. Selon eux, cette modification vise à octroyer un troisième mandat à Alpha Condé et ainsi le maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Quelques rares leaders de l'opposition dont les partis qui ne sont pas assez représentatifs ont rencontré le chef du gouvernement et ils se sont montrés très méfiants. Les consultations prennent fin le 25 septembre. Parlons maintenant de la situation politique en Côte d'Ivoire avec les tentatives de réconciliation entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Des initiatives qui ont pour le moment rien donné. Déjà au début du mois d'août, des proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale ont tenté une médiation auprès du chef de l'État en vain. Dans le message adressé à Alassane Ouattara, les médiateurs parlent de la volonté de Guillaume Soro de réintégrer le RHDP, selon Jeune Afrique. Seule condition, une rencontre entre les deux hommes. Ouattara était bien disposé à accepter, mais échec. Et c'est parce que tout simplement Guillaume Soro n'était pas au courant de la démarche entreprise par ses proches. Direction le Maghreb avec les suites de la présidentielle en Tunisie. Des suites politico-judiciaires. Le candidat Nabil Karoui reste en prison. La justice a rejeté la demande de liberté provisoire de l'homme d'affaires qui est en lice pour le second tour de la présidentielle. Selon les avocats, le juge a refusé de statuer, se déclarant incompétent. Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale et a été arrêté le 23 août, donc 10 jours avant le début de la campagne électorale. Il est arrivé deuxième avec 15,58% des voix derrière Kaïs Saïd, un universitaire sans parti qui a obtenu 18,4% des voix. Le second tour devrait se tenir dans la première ou la deuxième semaine du mois d'octobre. Souleymane. Merci Sorna Natambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue tout à l'heure sur l'audit demandé par le chef de l'État hier en Conseil des ministres, audit de tous les établissements accueillant du public relativement à la sécurité civile. Pour en parler, nous serons avec Bruno Derneville, vice-président de l'Association des bureaux de contrôle et membre de l'Association sénégalaise de normalisation, ainsi qu'avec Mohamed Nabi Khan, architecte. RFM Sport. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. L'actualité des sports, d'abord du football avec le classement FIFA du mois d'août. Le Sénégal toujours premier ? Les Lions occupent toujours la tête du classement sur le continent et ils sont 20e mondial. La Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, suivent au classement. La Belgique, la France et le Brésil constituent le trio de tête mondiale. Le Brésil de Neymar que le Sénégal va affronter en amical le 10 octobre prochain à Singapour. Match donc qui va se jouer à 12h GMT. Parmi les cadres de l'équipe du Sénégal, Idrissa Gana Gueye. Nous reparlons de sa prestation pour sa première en Ligue des Champions, c'était hier face au Real Madrid. Victoire de son club, le Paris Saint-Germain, 3-0. L'international sénégalais s'est bien adapté dans son nouveau rôle. Se réjouit son entraîneur à Djambar. Il s'appelle Boubacar Gadiaga. Que du plaisir, je pense que voir Idrissa réaliser une telle prestation ne fait que un sentiment de fierté et de plaisir. Je pense qu'on avait tous envie qu'il réussisse son début au PSG, parce que c'est un grand club, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a de l'ambition et en plus de ça, faire un premier match face à un grand d'Europe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous avez été quand même surpris par son niveau de jeu ? Franchement, oui, parce que quand je vais à la composition de l'équipe, il y avait Marquinhos qui jouait comme sentinelle et que lui était appelé à jouer un peu plus comme relayeur. Donc bon, je me disais que peut-être dans l'utilisation, dans les appels comme relayeur, ça va être un peu, même s'il la jette au Sénégal, mais à ce niveau-là, c'est encore beaucoup plus soutenu. Je pense que ça va être un peu juste, mais j'étais vraiment surpris de la bonne utilisation du ballon et puis de la disponibilité pour aller vers l'avant, de défendre vers l'avant. Et voilà, il n'a pas perdu de repère. Au contraire, il a apporté sa touche sur le plan défensif. Aussi, offensivement, il a été très au-dessus de la moyenne. Et après ça, il y a aussi la cerise sur le gâteau, la part décisive qui fait le rôle et pratiquement à 100% presque complet sur ce match-là. Football toujours, le Ballon d'Or France Football 2019 sera connu le 2 décembre prochain. La cérémonie aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris. Didier Drogba, ambassadeur du trophée 2019, sera maître de cérémonie de la soirée. Les finalistes seront connus le 21 octobre. Sadio Mané est parmi les nominés, ainsi que Mohamed Salah. La nouveauté cette année, le trophée récompensant le meilleur gardien de l'année. Il porte le nom du Russe Lev Yashin, seul gardien à avoir remporté jusque-là le Ballon d'Or. C'était en 1963. Et puis judo, une Sénégalaise numéro 1 mondiale chez les juniors de moins de 63 kg. Il s'agit de Anna Sigafaye, championne d'Afrique en titre et médaille d'or au dernier Open de Casablanca au Maroc. Son ambition, décrocher l'or au prochain championnat du monde. À vrai dire, c'est un grand plaisir pour moi et une satisfaction d'être en tête dans le classement mondial. Je suis devenue consciente de ce que représente mon judo au niveau national et international. Et aussi, c'est ma fierté de voir le drapeau du Sénégal à la tête du judo mondial. En ce moment, l'objectif, c'est les champions du monde junior. Et il nous faut une bonne préparation et qu'on soit plus aussi motivés pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Surtout, venant du ministère, ça nous fera plaisir de voir cet appui qui nous appuie, qu'on puisse atteindre nos objectifs et amener l'or ici. Amener l'or au Sénégal pour Anna Sigafaye, pensionnaire du judo club moderne de Grand Yoff, numéro 1 mondial chez les juniors, moins 63 kg. Elle devance une Serbe et une Allemande sur un classement d'une centaine de judokates. La deuxième sénégalaise est 62e. Elle se nomme Mariama Traoré, suivie de Ndeye Fatou Fall, 77e, ex aequo avec Rosalie Bassène. Youssouf Bodian, merci.